Regardez bien ces images. Prenez 2 secondes. Regardez les couleurs, ou plutôt l'absence de couleurs. C'est le tout nouveau trailer de la série Harry Potter sur HBO. Le projet le plus attendu de la décennie. Un univers qu'on a tous grandi en aimant pour sa magie, ses couleurs, ses visuels. Et voilà ce qu'on nous propose donc en 2026. Du gris, du bleu froid, du brun délavé. On dirait que quelqu'un a pris le curseur de saturation et a tout descendu sur tout l'univers magique. Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Ce trailer, c'est juste le dernier symptôme d'un mal beaucoup plus profond. Aujourd'hui, on va parler de la disparition des couleurs au cinéma. Pourquoi les films et les séries ressemblent de plus en plus à une journée de novembre à Lille. Je vais vous expliquer la théorie des couleurs. Je vais vous montrer sur le logiciel qui est utilisé à Hollywood comment les artistes coloristes manipulent les couleurs pour avoir de belles images. Et surtout, on va comprendre pourquoi on en est arrivé là. Avant de parler de la technique, je veux qu'on prenne la mesure du problème. Parce que Harry Potter, c'est un exemple, mais c'est loin d'être le seul. Regardez les premiers Marvel, que cela soit Iron Man ou alors les Gardiens de la Galaxie, même le premier Avenger. Il y avait des couleurs, du rouge pétant, du bleu profond, du vert. Maintenant, regardons la phase 5, les derniers films, les dernières séries de Disney+. Tout est tiède. C'est devenu une sorte de gris-bleu uniforme. Alors que par exemple, si on regarde Jurassic Park sorti en 93, Spielberg nous claquait des verts luxuriants, des ambres chauds, un vrai sentiment de jungle vivante. Jurassic World, regardez-moi ça. Ça fait moins rêver d'un coup, c'est plat. Et ce phénomène dans l'industrie, il a un nom. On appelle ça le teal and orange. C'est la combinaison d'un bleu et d'un orange qui est devenue la norme visuelle de quasiment toute la production mainstream depuis les années 2010. On la retrouve partout. Dans les blockbusters, dans les séries Netflix, dans les pubs. C'est devenu une sorte de grading par défaut. Une esthétique passe-partout qui ne dit rien, qui ne raconte rien, mais qui fait cinéma, entre guillemets. Et la question que je me pose, et je pense que vous vous la posez aussi, est-ce que c'est un choix artistique conscient ou est-ce que c'est une dérive? Une espèce de conformisme visuel industriel où tout le monde fait pareil parce que tout le monde fait pareil. Et pour comprendre ça, déjà il faut comprendre ce que c'est la couleur au cinéma. La couleur, ce n'est pas juste un truc pour faire joli. Ça peut être littéralement un langage. C'est même l'un des outils narratifs les plus puissants qu'un cinéaste a à sa disposition. Et ça se travaille, ça se réfléchit et ça se construit. Tout part du cercle chromatique. Ce truc rond avec toutes les couleurs dessus que vous avez peut-être vu en cours d'art plastique au collège. C'est la base de tout. Les couleurs complémentaires, ce sont celles qui sont opposées sur le cercle. Par exemple, rouge et vert, bleu et orange, jaune et violet. Quand tu les mets côte à côte, elles créent un contraste maximum. Elles vibrent. Et c'est pour ça que le teal and orange fonctionne techniquement. Ce sont des complémentaires. Mais c'est aussi pour ça que c'est devenu un petit peu un cliché. C'est la combinaison la plus facile, la plus évidente. Les couleurs analogues, elles sont côte à côte. Orange, rouge, rose, bleu, violet, indigo. Elle crée une harmonie douce, un petit peu des couchers de soleil qu'on pourrait voir dans des films de Terrence Malick. Et puis, il y a les palettes triadiques. 3 couleurs équidistantes sur le cercle, qui donnent des images très riches et vibrantes. Un petit peu ce que vous pouvez voir dans le cinéma de Wes Anderson, ou d'ailleurs dans sa direction artistique. Chaque plan est une composition picturale triée au pixel près. Mais le cercle chromatique, c'est juste la grammaire. Le vrai pouvoir de la couleur, c'est ce qu'elle provoque sur votre cerveau. Et ça, c'est la psychologie des couleurs. Le rouge, c'est le danger, la passion, la violence, l'urgence. Quand Spielberg met cette petite fille en manteau rouge dans la liste de Schindler, un film en noir et blanc, c'est un coup de poing au cœur. C'est la seule couleur du film et elle porte tout le poids émotionnel de la scène. Un petit peu à la manière de Sin City aussi, où tout le film est en noir et blanc, sauf les côtés rouges. Le bleu, ça va être la mélancolie, le froid, la solitude, mais aussi la sérénité. Par exemple, les films de David Fincher baignent dans le bleu parce que ces personnages sont tous, d'une manière ou d'une autre, piégés dans leur propre comportement. Le jaune, c'est la joie, la chaleur, l'insouciance. Comme par exemple dans Le Parrain de Coppola avec ses tons ambrés qui sentent la Cécile. Ou alors vous savez, aussi le fameux filtre qu'on met par exemple dans la série Breaking Bad pour dire que on est au Nouveau-Mexique là. On est au Mexique, il fait chaud, alors on met du orange jaune partout. Et pour finir, par exemple, le vert, ça va être la nature. Ou même le poison, le surnaturel. Regardez Matrix par exemple. Pourquoi tout est vert dans la matrice? Parce que c'est un monde artificiel, toxique, un programme. Le vert,
c'est le code. Et il y a des réalisateurs qui ont compris ça mieux que personne. Tout à l'heure, je vous ai parlé brièvement de Wes Anderson. Eh bien, Wes Anderson construit chaque plan comme un tableau. Chaque film a sa palette. Les roses et les rouges pour The Grand Budapest Hotel. Les jaunes de Moonrise Kingdom. Chaque couleur est intentionnelle. Vraiment, ce n'est pas du hasard. Et chaque nuance raconte quelque chose. Guillermo del Toro, par exemple, dans Le Labyrinthe de Pan, qui oppose le monde réel, froid, gris, au monde imaginaire, chaud, doré, organique. La couleur et le récit et départage les deux univers. Et c'est exactement ça la leçon. La couleur, ce n'est pas de la décoration, c'est du sens, c'est de l'émotion. Et quand tu la retires, eh bien ça désature tout. Quand tu noies tout dans le gris, eh bien tu retires du sens, tu appauvris l'image, tu te prives de l'un des outils les plus puissants que le cinéma ait jamais imaginé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils le font quand même? Pourquoi l'industrie entière s'est mise à désaturer ces images? Eh bien pour comprendre, il faut bien comprendre comment tout ça fonctionne. Il faut comprendre comment on fabrique une image et ses couleurs. Et ce qui dans ce processus a dérapé. Alors c'est parti, regardons comment fonctionne DaVinci Resolve. Alors avant de toucher à quoi que ce soit dans DaVinci Resolve, avant de parler de nodes, de courbes, de LUT, il y a un truc fondamental, parce que c'est littéralement la base de tout. Je vais être direct, si tu fais de l'étalonnage sur un écran qui n'est pas calibré, tu travailles littéralement à l'aveugle. C'est comme mixer du son avec des écouteurs en Bluetooth que tu as acheté chez Temu à 2 €. Tu crois que c'est bien, mais en réalité, eh bien, tu ne vois pas ce que tu fais. Et quand ton projet va sortir sur un écran, dans une salle de cinéma, sur le téléphone de quelqu'un, eh bien les couleurs ne vont pas correspondre. C'est pour ça que cette vidéo est en collaboration avec BenQ. Et j'ai choisi de les mettre sur ce projet parce que ça a complètement du sens. Et l'écran que j'utilise pour étalonner cette vidéo, c'est le BenQ PD 322 6G. Un écran 32 pouces 4K et c'est un écran de la gamme Creative Pro, pensé justement pour les gens qui travaillent l'image. Mais alors, pourquoi celui-là? Eh bien parce qu'il couvre les espaces colorimétriques dont on a besoin quand on fait du color grading, le DCI-P3, le Rec 709, l'Adobe RGB. Et ce ne sont pas des mots marketing, c'est concrètement les langues dans lesquelles les couleurs sont encodées. Mais ça, on va en reparler dans quelques minutes dans la vidéo. Et si ton écran ne parle pas ce langage, eh bien tu ne peux tout simplement pas voir ton image correctement. Il est aussi vérifié Coleman et validé Pantone, ce qui veut dire que chaque écran qui sortent de leur usine sont testés individuellement pour la précision des couleurs. Et il y a un truc que j'adore sur ce modèle, c'est la dalle Nano Matte, certifiée anti-reflet. Et ça, c'est trop cool. Les professionnels ont aussi parfois des espèces de caches qu'ils mettent pour pas voir des reflets, pour pas que ça perturbe leur regard. Eh bien là, déjà, il y a un filtre dessus qui permet un peu de matifier tout ça. Trop cool. Alors voilà, ce n'est pas une pub gratuite, c'est réellement au cœur du sujet de cette vidéo. Je vous dis ça parce que c'est la réalité du métier. Bon écran, c'est le point de départ de tout travail sérieux sur la couleur. Et aujourd'hui, eh bien, on va faire du sérieux. Alors merci beaucoup BenQ d'avoir sponsorisé cette vidéo et si vous êtes intéressé par cet écran ou alors toute la gamme qu'ils ont pour les professionnels, eh bien, je vous laisse le lien dans la description. Allez, maintenant on passe sur DaVinci Resolve. Avant de toucher à la moindre roue chromatique, il faut comprendre un concept qui fait peur à pas mal de monde, mais qui, au final, est assez simple. Ce sont les espaces colorimétriques. Un espace colorimétrique, c'est quoi? Eh bien, imaginez une boîte de crayons de couleur. Une boîte, par exemple, de 12 crayons. Eh bien, c'est un petit espace colorimétrique. On n'aura pas une énorme flexibilité de couleur. Par contre, si tu prends une boîte de 120 crayons de couleur, eh bien, c'est un grand espace colorimétrique. Tu vas avoir beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de possibilités sur ce que tu vas pouvoir produire en termes de couleurs. Par exemple, moi, je filme avec une Sony FX3. Et l'espace colorimétrique que j'utilise, c'est le S-Gamut 3 Ciné. Elle capture l'image dans un espace colorimétrique très large. Une énorme boîte de crayons. C'est pour ça que l'image sort un petit peu plate, grise, pas jolie à regarder. Ce n'est pas un bug, c'est fait exprès. La caméra va préserver le maximum d'informations de lumière et de couleurs pour qu'ensuite, en post-production, on ait le maximum de latitude pour retravailler ça. Le problème, c'est que lorsqu'on va travailler sur DaVinci Resolve, eh bien, il faut une sorte de terrain de jeu pour jouer avec tous ces crayons de couleur. Un espace de travail commun dans lequel je peux manipuler mes couleurs proprement, peu importe la caméra d'origine. Et cet espace, celui qui est le plus couramment utilisé, c'est donc le DaVinci Wide Gamut. C'est l'un des espaces les plus larges disponibles. C'est un peu sur ça que travaillent pas mal de personnes lorsqu'il s'agit de faire du color grading. Le workflow, concrètement, fonctionne comme ça. Ma caméra filme donc en S-Log 3. Alors, je vais aller dans l'onglet couleurs et je vais rajouter un node. C'est un petit nœud comme vous pouvez le voir. Et ce premier nœud, ça va être un nœud de CST, Color Space Transform. Donc je vais le rajouter sur mon nœud et comme ça je vais pouvoir dire, eh bien moi ma caméra vient d'une Sony, donc S-Log 3 avec un gamma de chez Sony et puis je vais le convertir donc vers le DaVinci Wide Gamut.
Et pour vous montrer un exemple concret, regardez lorsque je retouche par exemple la luminosité d'un fichier en Rec 709, regardez comment il se passe, regardez le feeling dans la luminosité, c'est pas ouf, mais regardez si je travaille en DaVinci White Gamut. Regardez comment tout de suite les couleurs se comportent d'une manière complètement différente, que cela soit dans la luminosité ou les couleurs. Il y a beaucoup plus de flexibilité. Puis ensuite, je vais recréer un autre nœud tout à la fin, un autre nœud de CST et le faire passer de DaVinci White Gamut à Rec 709 et un gamma 2.4. En gros, c'est l'espace colorimétrique pour regarder des vidéos par exemple sur YouTube. Donc là, on a une vidéo, on va dire, avec des contrastes logiques. On n'est plus en log. Et c'est entre ces deux nœuds qu'on va faire tout notre travail d'étalonnage. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un écran bien calibré. Le Rec 709, c'est une norme. Si ton écran ne respecte pas cette norme, eh bien, tu ne vois pas le résultat final et concret de ton grade. Donc ouais, avoir un écran comme celui de BenQ, c'est un strict minimum lorsqu'on veut faire vraiment quelque chose de professionnel. Allez, maintenant, on va parler d'un truc qu'il y a dans DaVinci Resolve, ce sont les scopes. C'est la première chose que les gens vont regarder lorsqu'ils vont importer une vidéo dans le logiciel pour manipuler les couleurs. Commençons par le Vector Scope. C'est la roue chromatique de votre vidéo en temps réel. Il vous montre où se situent les couleurs de votre image. Le centre, c'est le gris neutre. Pas de couleur. Plus on s'éloigne du centre, plus cette couleur est saturée. Et la direction va indiquer la teinte. Vers le rouge, vers le jaune, vers le bleu, vers le vert, etc. C'est l'outil parfait pour repérer une dominante de couleur dans votre image. Si votre image est censée être neutre, mais que tout le signal penche vers le jaune-vert sur le Vector Scope, eh bien c'est que vous avez un problème de balance des blancs. Le Waveform, lui, vous montre la luminosité. En bas, c'est le noir. En haut, c'est le blanc. Et entre les deux, eh bien, c'est la dynamique de votre image. Si tout est écrasé vers le bas, votre image est sous-exposée. Si tout tape le plafond, eh bien, c'est que l'image est surexposée. Et si tout se tasse au milieu sans toucher le haut et le bas, eh bien, c'est que votre image est plate. Elle manque de contraste. En gros, les scopes, eh bien, c'est la vérité sur votre image. L'image sur l'écran, elle peut vous mentir. Un écran mal réglé, une lumière ambiante qui change, votre propre fatigue oculaire parce que vous êtes sur votre projet depuis des heures. Les scopes, eux, eh bien, c'est mathématique. Ça ment jamais. Ils sont la donnée brute de votre image. Et un bon coloriste, eh bien, c'est une personne qui sait très bien lire tous ces scopes. Et d'ailleurs, en parlant d'avoir une bonne base sur le tournage, eh bien, je vais vous montrer un truc que j'utilise sur mes tournages. C'est ça s'appelle le Color et ça vient de chez Booshop. C'est la création d'un de mes abonnés. Le concept est vraiment simple mais super malin. C'est une petite référence visuelle compacte, imprimée en 3D, avec, comme vous pouvez le voir, 4 patchs de couleurs ici, et avec un switch de position, mais aussi avec une case blanche et grise. Et en gros, sur chacun de mes tournages, eh bien, lorsqu'il y a un changement d'éclairage ou autre, eh bien, je le mets juste à côté de mon visage pour faire donc la balance des blancs, par exemple. Ça va me donner une base. Comme ça, sur le tournage, eh bien, j'ai une référence de couleur neutre pour caler donc la balance des blancs. Ou alors vérifier mon exposition. Mais ça peut aussi être pratique pour les VFX, mais ça, on en reparlera plus tard. Donc ouais, c'est vraiment trop cool. Ça peut faire aussi office de clap pour synchroniser du son. Ça peut se mettre à la ceinture, comme vous pouvez le voir. Enfin bref, je voulais vraiment parler de ce travail-là que fait mon abonné. Il commence un business un peu sur des petits outils comme ça qui peuvent aider les créatifs au quotidien. Donc bravo à lui. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé et je vous mets le lien dans la description. Ça fait toujours plaisir de soutenir un travail artisanal. C'est vraiment de très bonne qualité. Alors je vous invite à aller découvrir tout ça, le lien est dans la description. Allez, maintenant, on va passer dans le concret du workflow. Comme je vous l'ai dit, on a déjà les deux nœuds de CST d'entrée et de sortie. Maintenant, on va voir ce qu'il y a au milieu. Tout d'abord, on va gérer l'exposition. Alors, je vais créer un nouveau nœud en faisant Alt-S et je vais l'appeler donc exposition. Et là, eh bien, je vais pouvoir ajuster l'exposition globale en regardant donc mon waveform pour essayer de ne pas avoir des choses trop surexposées ou sous-exposées. Donc, à vous de trouver un juste milieu pour bien exposer votre image et qu'elle vous plaise à l'œil. Ensuite, je vais créer un nœud de White Balance, la balance des blancs. Et pour ça, eh bien, je peux m'aider du Vector Scope et surtout eh bien, de ma référence Color. Comme ça, ici, avec la petite pipette, eh bien, je vais pouvoir sélectionner le blanc et automatiquement regarder le avant-après. On a quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de ce qui était correct sur mon tournage en fait. L'objectif avec ce nœud, c'est d'avoir la base la plus neutre possible. Puis ensuite, un nœud de contraste. C'est ici que je vais pouvoir manipuler le waveform pour essayer d'élargir tout ça pour récupérer un contraste. Alors attention, il ne faut pas que les bas et les hauts aillent trop haut. Il va falloir trouver un juste milieu. En gros, c'est ici que vous allez sculpter votre image. Ensuite, ça va être le nœud de HSV, Hue Saturation Value. Ici, en faisant clic droit, je vais pouvoir activer cet espace de couleur et cette option-là. Et ensuite, quand je vais bouger ces valeurs ici, en fait, on va toucher à la saturation, mais une saturation beaucoup plus sensible que juste prendre le petit slider de saturation et l'augmenter. Là, pour faire simple, ça va pouvoir donner des rendus beaucoup plus agréables en termes de saturation. Et là, vous aussi, à vous de jouer sur la saturation.
Et ensuite, après avoir converti en Rec 709, je vais pouvoir ajouter par exemple un LUT. Les LUT, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des lookup tables. C'est un tableau de correspondance de couleurs. En gros, c'est une recette figée. Il va transformer une valeur de couleur, par exemple le rouge, vers une autre valeur mathématique du rouge. Il va faire comme ça une conversion, en gros, de couleurs. Mais ça reste figé et c'est pas dynamique par rapport à quelque chose que je vais vous présenter juste après. Ok, donc voici à peu près le résultat que j'ai, mais ça, c'est un peu une color correction classique. Nous, on veut faire du grading, créer une histoire avec nos couleurs. C'est pour ça qu'on va pouvoir revenir en arrière une fois que notre image est parfaite. On va pouvoir rajouter un nouveau nœud ici, entre le white balance et le contraste. Et ici, je vais pouvoir, avec les petits trous chromatiques, tirer les couleurs pour, par exemple, avoir quelque chose de plus froid, plus chaud. C'est ici qu'en fait, on va construire notre identité pour avoir, par exemple, du vert pour Matrix ou autre. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, ça va transformer aussi la couleur de ma peau. Et ça, c'est pas bien du tout. Voilà pourquoi le gros travail, en fait, des artistes coloristes, ça va être de isoler des éléments dans l'image, avec des masques, par exemple, pour les retoucher indépendamment. Vraiment, c'est un travail de dingue. Ils y passent énormément de temps. Là, ce que je vous montre, c'est un workflow basique, mais les professionnels, ils y passent du temps sur des plans. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est juste après cette correction-là, on va recréer un nouveau nœud et on va pouvoir isoler notre peau, d'utiliser le Magic Mask et faire une sorte de roto brush qu'on peut trouver sur After Effects, mais beaucoup plus rapide. Et en cliquant sur ma peau, les zones en fait que je veux retoucher, je vais pouvoir ensuite faire un tracking et voilà. J'ai un masque. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner à notre peau vraiment une teinte de peau pour avoir bonne mine, par exemple. Et pour ça, on va regarder le Vector Scope. Comme on peut le voir, il y a ici une petite ligne qui coupe un petit peu notre cercle. Et bien ça, en fait, c'est où doivent se trouver les couleurs de notre peau. Et pour changer ça, eh bien ici, je vais aller dans la roue chromatique globale. Et comme on a juste notre peau de masqué, je vais pouvoir prendre le petit curseur et on va pouvoir réaligner les couleurs comme ça en faisant slider jusqu'à atteindre cette ligne. Et plus vous allez haut sur cette ligne, plus ça va me donner une couleur de peau Donald Trump. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de réduire pour avoir quelque chose quand même de naturel. Donc comme ça, on va pouvoir manipuler en fait que cela soit indépendamment le fond, le visage, mais aussi par exemple un tronc d'arbre ou alors rééclairer, rajouter des ombres. Enfin bref, c'est comme ça qu'en fait, en faisant plein de masques, on arrive à avoir une image qui passe de log à quelque chose de joli. Mais ce n'est pas fini, on peut aussi rajouter des choses intéressantes, comme par exemple à la toute fin du grain. Ce qui va donner un effet un peu pellicule. On adore le grain. Ça va vraiment rajouter quelque chose de très agréable et d'adoucir en fait l'image. Ou alors même, vous pouvez utiliser au début de la chaîne, juste après le CST qui transforme de S-Log à DaVinci White Gamut, un plugin que j'adore qui s'appelle LensDot qui va permettre de mimer des caractéristiques d'objectifs d'appareils cinéma parce que ça coûte très cher des objectifs cinéma, mais grâce à ce plugin, eh bien on va pouvoir mimer, émuler tout ça. Mais je vous en parle dans une vidéo, donc je vous laisse la regarder, le lien est dans la description aussi. Bon voilà, regardez le résultat avant, après des plans que j'ai corrigés. C'est vraiment le jour et la nuit et vraiment les couleurs. Surtout sur DaVinci Resolve, on peut en faire tellement de choses, c'est trop agréable. Je me rappelle lorsque j'étais sur Premiere Pro avec Lumetri, lorsque tu passes sur les couleurs de DaVinci, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. C'est vraiment une folie furieuse. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même un gros travail de nœud et voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en main. Mais il y a des choses que j'ai découvertes que je ne connaissais pas il y a quelques mois encore. C'est ce qu'on appelle des DCTL. C'est en gros l'abréviation de DaVinci Color Transform Language. Et en gros, c'est quoi? Eh bien, c'est du code. C'est un vrai algorithme qui s'exécute en temps réel sur ton GPU. Il calcule les transformations dynamiquement, avec des paramètres que tu peux ajuster. C'est pour ça que j'aimerais vous parler d'un DCTL qui est vraiment incroyable qui s'appelle Filmverse Arsenal. C'est de chez Colorist Foundry. Si vous faites de l'étalonnage et que vous ne connaissez pas ça, vous allez voir, vous allez avoir les yeux qui brillent. Filmverse Arsenal, c'est un pipeline complet d'émulation de films en DCTL. Et concrètement, eh bien, Filmverse Arsenal va émuler le comportement de vrais stocks de pellicules, comme par exemple Kodak Vision 500T, des prints comme le 2383 ou le 3513. Enfin, tout ça, je vous en parle dans une vidéo aussi sur une application mobile qui permet d'émuler tout ça. Allez voir, j'explique ça plus en profondeur. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste une LUT pour faire film. C'est un algorithme qui reproduit la non-linéarité, les courbes de saturation, les réponses chromatiques d'une vraie pellicule. Bon, je vais mettre des chapitres là parce que peut-être il y a des gens qui vont trouver ça un peu complexe, donc n'hésitez pas à regarder le chapitrage pour passer à la suite. Et du coup, en plus d'émuler des couleurs, il intègre toute la partie texture, que cela soit les grains, l'halation. Vous savez, ces halos chauds qu'il y a autour un peu des hautes lumières. Tout ça est bien dans un seul et même node. Et tout est paramétrable. Vous n'avez pas besoin de mettre des CST out et in. Vous avez tout ici. Vous pouvez sélectionner directement votre caméra et l'espace colorimétrique dans lequel vous voulez sortir votre image.
Tu peux tout choisir, doser, la température, l'exposition, tout est ici. Donc c'est extrêmement pratique aussi pour avoir des images comme vous pouvez le voir avant et après Filmverse Arsenal, vraiment incroyable à regarder. Donc ouais, je voulais vraiment parler de ces DCTL, surtout Filmverse Arsenal, comme vous pouvez le voir si on zoome dans l'image, il y a vraiment un truc organique. Je sais pas si ça va se voir avec la compression YouTube, mais le avant c'est vraiment trop numérique, ça sort d'un boîtier vraiment, ouais c'est trop parfait, et après ça va casser l'image, et moi maintenant j'utilise ça partout, le grain qu'il a, tout est trop beau, enfin bref, j'adore. Bon, ok, on a vu la théorie, on a vu la pratique. On sait maintenant ce que c'est un espace colorimétrique. Comment fonctionne un workflow d'étalonnage pro et quel outil il existe pour donner du caractère à une image. Mais tout ça donc pose une question encore plus profonde. Si les outils existent, si la technologie est là, si les coloristes savent faire, pourquoi est-ce que le résultat final à l'écran, dans les salles, sur votre télé, est de plus en plus gris, de plus en plus fade, de plus en plus terne? Eh bien, pour comprendre, il faut regarder l'histoire. Et pas juste l'histoire du cinéma. L'histoire du monde. Les années 60 et 70, c'est l'âge d'or du grain, des couleurs tantôt naturalistes, tantôt psychédéliques. En fait, la pellicule dictait un petit peu le résultat final, et chaque stock avait sa personnalité. Les cinéastes n'avaient pas réellement le contrôle total sur leurs images, et c'est justement pour ça que les images avaient un fort caractère. Puis ensuite vient les années 80, et là c'est l'explosion. Néon, couleurs pop, excès assumé, les films de Ridley Scott, tout baigne dans des bleus électriques, des oranges industriels. On commence à comprendre que les couleurs sont au spectacle en soi. Puis ensuite les années 90, et là on retourne un petit peu au réalisme. David Fincher par exemple avec Seven ou Fight Club installe une esthétique de désaturation sale, verdâtre, grunge. Les couleurs deviennent un outil narratif. Ça y est, on commence à prendre conscience que les couleurs deviennent un outil narratif. Puis les années 2000, et ça y est, là c'est l'avènement du numérique. Et surtout, du teal and orange. Et l'exemple le plus frappant dans tout ça, c'est Transformers de Michael Bay. Et d'ailleurs, toute la filmo de Michael Bay, c'est du teal and orange. Ou alors aussi Oh Brother des frères Cohen. Premier film entièrement étalonné en numérique, qui prouve que le digital peut créer des palettes sublimes. Le problème, c'est que l'industrie retient le teal and orange et rien d'autre. Et les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ère du gris, le sérieux visuel, le réaliste, le mature. Et c'est devenu un argument marketing. Comme si désaturer une image la rendait automatiquement plus profonde, plus adulte, plus cinématographique. Mais spoiler, non. Et donc cette dérive, elle a été amplifiée par un changement technologique majeur. Le passage de la pellicule au numérique. La pellicule, on en a parlé. Elle imposait une texture, un grain, une réponse colorimétrique organique. Chaque stock, chaque labo, chaque tirage donnait un résultat légèrement différent. Il y avait de l'accident, de l'imprévu, il y avait de la vie dans l'image. Le numérique a tout changé. D'un coup, on a eu un contrôle total, un contrôle pixel par pixel, couleur par couleur, frame par frame. Et paradoxalement, c'est ce contrôle absolu qui a tué la diversité visuelle. Parce que quand tu peux tout faire, tu fais ce que tout le monde fait. Tu suis la tendance, tu appliques la LUT du moment, tu rentres dans le moule. Mais il y a un paradoxe encore plus dingue, c'est l'arrivée du log et du RAW. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec le log, ce sont des formats qui donnent une latitude créative absolue. Vous arrivez avec une image plate et après vous pouvez partir dans des délires et créer des choses incroyables. Et ça, ça aurait dû permettre d'avoir une explosion de styles visuels bien différents. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contraire. Plus on a de la latitude, plus les coloristes jouent la sécurité. Ils appliquent des LUT génériques. Ils ont des recettes toutes faites qui fonctionnent parce que les deadlines sont courtes, les budgets serrés et les clients veulent comme Netflix. Mais la technique n'explique pas tout. Il y a quelque chose de plus profond et de plus sociologique. Regardez le monde dans lequel on vit. Le 11 septembre 2001 a traumatisé une génération. La crise financière de 2008 a brisé la confiance. Le Covid a enfermé la planète entière. Les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient. L'anxiété climatique permanente, les réseaux sociaux qui amplifient chaque catastrophe en temps réel. Le cinéma mainstream, qu'on le veuille ou non, reflète l'ère du temps. Et l'ère du temps, il est sombre, littéralement sombre. Le dark and gritty reboot est devenu une sorte de formule, avec Batman Begins en 2005 qui a ouvert la voie. On prend un personnage historique, on retire les couleurs, on rajoute du grain, et ça va le rendre tout de suite beaucoup plus mature et réaliste. Et depuis, tout le monde essaie de copier cette recette. Superman doit être sombre, James Bond doit être sombre, même les contes de fées doivent être sombres. C'est pour ça que ça fait plaisir aussi de voir le Superman de James Gunn qui cassait un peu tout ça pour retourner à des choses colorées. Et le résultat, c'est que le gris est devenu synonyme de qualité dans l'inconscient collectif de l'industrie. Si c'est coloré, c'est que c'est pour les enfants. Si c'est désaturé, c'est du cinéma pour adultes. Ouais, c'est une équation un petit peu absurde, mais c'est réellement ce qui s'est installé dans notre société.
Et pourtant, eh bien, il y a un paradoxe encore plus flagrant. Les films les plus marquants, les plus primés, les plus commentés de ces dernières années, ce sont souvent justement ceux qui osent la couleur. Comme par exemple Barbie de Greta Gerwig avec son rose explosif, Spider-Man Across the Spider-Verse. C'était vraiment un festival de couleurs à chaque plan. Ou alors Everything Everywhere All at Once, qui passe de la grisaille et du quotidien à des explosions de couleurs surréalistes. Ces films prouvent que les couleurs ne sont pas l'ennemi du propos. Au contraire, elle en est souvent l'alliée la plus puissante. Bon, et aussi pour être honnête, il faut aussi se poser des questions sur nous-mêmes, sur notre propre regard. Parce que quand on regarde le trailer de la nouvelle série Harry Potter et qu'on se dit « Ah, c'était mieux avant », eh bien, il faut être lucide. Une partie de cette réaction, c'est de la nostalgie. On a découvert Harry Potter enfant, on avait des yeux d'enfant. Tout était magique, tout était intense, tout était plus grand que nature. Et les couleurs des films de Chris Columbus, ces heures chaudes dans la grande salle, ces verres profonds du Quidditch, elles sont liées à ce souvenir émotionnel. Aujourd'hui, on regarde le nouveau trailer avec des yeux d'adultes, des yeux critiques, des yeux qui ont vu des milliers d'heures de contenu. Et inévitablement, l'émerveillement en fait est moindre. C'est pas forcément l'image qui est pire, c'est que nous on a changé. Et ensuite, bien sûr, il y a la surexposition. On consomme tellement d'images, les films, les séries, YouTube, TikTok, Instagram, les pubs, que notre seuil de stimulation visuelle a explosé. Ce qui nous émerveillait en 2001 est notre quotidien en 2026. Et quand tout est devenu normal, eh bien rien n'est plus extraordinaire. Alors, est-ce qu'on juge ce trailer un peu trop vite ? Peut-être. C'est un trailer, on n'a toujours pas vu la série. Le grading peut encore évoluer. Et le choix artistique est peut-être aussi justifié par l'histoire. Mais est-ce que ce trailer est symptomatique d'un problème réel ? Oui. Le cinéma traverse une crise chromatique. Et cette crise est le résultat d'un cocktail de facteurs. Donc ouais, le problème n'est pas seulement technique, il est culturel. Il est dans la peur de faire différemment, dans la peur d'oser la couleur quand tout le monde joue la sécurité du gris. La couleur au cinéma, au final, c'est un choix. C'est un langage. C'est une arme émotionnelle. Les plus grands films de toutes les époques sont ceux qui ont eu le courage de les utiliser pleinement. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film où tout est gris, posez-vous la question. Est-ce que ce gris raconte quelque chose dans l'histoire ? Est-ce qu'il est intentionnel ? Ou est-ce que c'est quelqu'un, quelque part, qui a juste appliqué la même lutte que tout le monde ? Et vous, est-ce que vous avez aussi ressenti ce manque de couleur dans les films ? Et surtout, j'espère que vous avez découvert des choses intéressantes avec cette vidéo. Encore merci à BenQ d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez un écran de qualité pour bien travailler les couleurs de vos projets, je ne peux que vous conseiller de cliquer le lien qu'il y a dans la description, mais aussi de soutenir mon abonné qui fait un travail artisanal vraiment très cool pour faire des produits pour les créateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.